En fait, je pense que j'ai jamais réalisé que ma vie allait changer. J'ai réalisé que ma vie avait changé, tu vois. J'ai eu en fait juste un moment euh, dans ma maladie où là, j'ai vraiment pris conscience de, OK, en fait, j'ai une maladie, quoi. Ce qu'on m'a dit il y a 3 ans, bah, c'est vrai. J'ai une maladie, je suis malade et ma vie, elle ne peut plus être comme elle a été jusqu'ici. Salut Aïssatou, Salut Tamara. comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est des longues semaines Je repense beaucoup là à mon travail en ce moment et à la nouvelle forme que je peux donner à mon travail. Et donc, ça me fatigue beaucoup, en plus de la fatigue qu'on a tous en tant que malade chronique, je crois. Donc aujourd'hui, fatiguée, mais je suis contente d'être là. Et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Je me sens un peu dans une sorte de fin d'année, tu sais. C'est marrant parce que je me disais ce matin, on a beau être malade chronique et des fois un peu hors système, le système il nous rattrape toujours d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est un peu la fin d'année scolaire. Finalement, ma fille, elle est pas encore à l'école, elle est à la crèche et tout ça, mais je sens cet emballement de fin d'année scolaire où tout est un peu stressant puis il y a trop. Alors que finalement, je suis un peu pas tout à fait dans le système. Enfin, c'est très particulier. Donc voilà. On peut jamais le quitter, en fait. Ouais, enfin, si on veut le quitter, il y a des choix à faire tellement drastiques qu'on n'en est pas encore là. C'est clair, c'est clair. Aïssatou, toi, tu as 28 ans et il y a peu de temps encore, la maladie touchait certaines personnes de ta famille, mais toi, jusque-là, tu en étais épargné. Mais aujourd'hui, tu sais que tu vivras certainement plus longtemps avec la maladie que sans elle. Lors de vacances à New York, où tu te rends pour enfin relâcher et profiter, des douleurs commencent à s'installer. Jour après jour, de nouvelles douleurs s'installent sur de nouvelles parties du corps. Tout ton corps a fini par être touché. Et aujourd'hui, si mon souvenir est bon, seules tes chevilles restent épargnées. Et peut-être ça a encore changé depuis qu'on a eu notre conversation. Un diagnostic tombe rapidement, la polyarthrite rhumatoïde. Et si le fait d'être épargné d'une longue période d'errance médicale est une chance, personne ne t'a expliqué ce avec quoi tu vivais vraiment. Un nom sur des douleurs ne suffit pas. En parallèle à ce diagnostic, tu sens que quelque chose de profondément intime vient de basculer. Il y a la douleur physique, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour. Les projets de voyage abandonnés, les changements au niveau professionnel, et tu l'évoquais en introduction, les effets secondaires des traitements, le regard des proches, les conseils que l'on n'a pas toujours demandés, voire jamais, et la solitude et cette étrange sensation de voir sa vie se réorganiser autour de quelque chose que personne d'autre ne ressent vraiment. En tout cas, personne d'autre qui n'a pas ces symptômes-là. Aïssatou, tu racontes qu'au début, tu considérais la maladie comme une ennemie, puis peu à peu, tu as commencé à envisager une autre voie, celle de l'écoute, de la compréhension, peut-être même d'une forme de coopération avec ton propre corps. Mais ce chemin, tu ne l'as pas fait seul. Et je crois que l'on a profondément besoin de soutien pour avancer dans l'accueil de la maladie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette traversée, de ce qu'elle te prend, de ce qu'elle t'apprend aussi, et de la personne que tu es au milieu de tout cela, avec ses doutes, ses espoirs et ses ressources. Et peut-être vraiment pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter avant la maladie qui est-ce que tu étais et qu'est-ce qui occupait tes journées, tes rêves, ton énergie? C'est drôle parce que t'entendre là lire ça, ça m'a vachement ému. Enfin, j'ai eu un truc de, alors que c'est mon histoire et que je l'ai racontée, mais de l'entendre, ça me fait quelque chose. Et j'ai maintenant 32 ans. J'ai été diagnostiquée à 28 ans, mais j'ai un peu vieilli depuis. J'ai maintenant 32 ans. Euh, et qui j'étais? Bah, j'étais une jeune fille dans sa fin de vingtaine, qui était juste dans une insouciance totale, quoi. J'étais quelqu'un qui était beaucoup dans je profite de ce que la vie a me donné, je, je, je vis, je vis pleinement.
avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de joie. Je suis vraiment la meuf qui rigole tout le temps, qui est tout le temps dispo pour faire plein d'activités. C'est vraiment ça que j'étais, cette personne qui est toujours là, avec qui on aime passer du temps et qui se pose pas trop de questions, même si il y avait quand même une forme de contrôle, parce que je suis un peu une contrôle fric, j'étais quand même dans quelque chose de mais en fait, j'ai le temps pour planifier, j'ai le temps pour construire, et donc pour l'instant, juste profitons et on verra plus tard le reste, quoi. C'était un peu ça avant de me prendre une claque. Mmh. Ouais, une claque, vraiment jeune quoi, à 28 ans et on peut presque déjà entendre, les anciens et les anciennes nous dire: «Mais à 28 ans, on est en pleine forme, tout va bien, on n'a pas de problème», ça, c'est des phrases qu'on a souvent, puis tout et nous, on se prend cette claque, puis on est là: «Bah, en fait, je crois qu'on est passé plus proche de votre âge que du nôtre C'est finalement». clair. Complètement. Et comme je le disais, toi, tu as eu un diagnostic finalement qui a été assez vite. Alors, c'est vrai que, on peut se sentir un peu épargné de cette errance, médicale, très longue parce que ça, c'est aussi une violence assez intense. Mais finalement, on t'a laissé un peu sans vraiment te t'expliquer ce que c'était. Hem, comment enfin, entre se comprendre ce qui nous arrive et l'accepter, à quel moment, toi, tu as réalisé que ta vie allait vraiment changer? En fait, je pense que j'ai jamais réalisé que ma vie allait changer. J'ai réalisé que ma vie avait changé. Tu vois, j'ai eu en fait juste un moment euh, dans ma maladie où là j'ai vraiment pris conscience de OK. En fait, j'ai une maladie, quoi. Ce qu'on m'a dit il y a 3 ans, bah, c'est vrai. J'ai une maladie, je suis malade et ma vie, elle ne peut plus être comme elle a été jusqu'ici. Mmh. J'ai vraiment eu moi, je parle vachement de d'errance post-diagnostic. Tu vois, dans l'idée de, OK, j'ai été diagnostiquée. C'est vrai, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée très tôt, mais parce qu'on m'a pas expliqué ce que c'était, parce que j'ai eu plusieurs années avec des traitements qui ne fonctionnaient pas, et je pense parce que moi-même, mon esprit n'était pas suffisamment dans l'acceptation de la maladie pour en fait accepter ces traitements-là. J'ai vécu plusieurs années dans un flou total et dans une incompréhension totale, et qui pour moi est une forme d'errance parce que j'ai ce truc qui était là, cette maladie qui est là, ces douleurs articulaires qui sont là, et comme tu as si bien dit, qui me touchent en plus tout le corps sauf les chevilles. Mais je ne sais pas quoi faire de ça, je comprends pas pourquoi j'ai ces douleurs-là. Euh, et donc, je vais continuer à mettre de côté, à mettre de côté, à mettre de côté. Je vais continuer à avoir des traitements qui fonctionnent pas vraiment, et je vais pas chercher à comprendre ce qui m'arrive, quoi. Je vais continuer ma vie comme si de rien n'était. Et, euh, et puis, il y a eu cette crise, cette poussée de trop en décembre 2024, pardon, euh, qui a été tellement tellement douloureuse et qui m'a fait tellement peur. Je me suis jamais sentie autant en détresse de toute ma vie face à ce qui m'arrivait, que là, j'ai eu ce truc de me dire, OK, en fait, ma vie, elle a changé. Elle a changé il y a 3 ans. J'étais pas prête à l'entendre, j'étais pas prête à l'accepter. Mais cette douleur extrême que je peux même pas décrire, c'est l'électrochoc dont j'avais besoin pour comprendre que ma vie n'était plus la même. Et c'est là que derrière, j'ai eu les comportements et l'état d'esprit qui m'ont permis d'accepter ce changement de vie, tu vois. Mmh. Je trouve hyper intéressant que tu nommes, une errance post-diagnostic, Mm. parce que je pense que c'est un sentiment qui peut résonner finalement chez plein de personnes malades chroniques qui savent ce qu'elles ont. Il y a dans tous les cas une sorte de sentiment de pas vraiment savoir où on en est, de chercher des solutions. Parfois, alors, à tort, hein, certains médecins ou autres peuvent dire qu'on fait une sorte de tourisme pour chercher des solutions. Moi, je le vois pas comme du tourisme, mais je le vois comme une sorte de perte de repères et recherche aussi de compréhension. Et donc,
d'aller essayer de mettre des mots ou d'avoir des choses qui peuvent nous soulager, nous aider. Enfin, il y a un peu une recherche, en fait. Il y a une recherche en termes d'identité, il y a une recherche de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, comme tu nommais aussi du travail, et on en parlera peut-être aussi plus en profondeur après. Donc, il y a un sentiment d'errance qui n'est peut-être pas celui qu'on utilise, le terme d'errance médicale qu'on utilise quand on n'a pas encore le diagnostic, mais il y a quand même une errance médicale, une errance identitaire, une errance à plein de niveaux, au niveau Mais social, complètement. qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait de ça. En fait, c'est ça, on devient des nouvelles personnes d'une certaine manière. Moi, j'estime que je suis plus du tout la même, même en termes de caractère, de perception des choses, de manière d'être avec les autres. La maladie, elle a complètement changé ça. Et donc, en fait, c'est exactement ce que tu dis, notre identité, les personnes qu'on est et ce qu'on représente aussi dans la société, c'est plus du tout la même chose. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très violent, en fait, de se retrouver confronté à ça, d'être confronté à un changement qu'on n'a pas choisi en plus, enfin, qu'on n'a pas du tout demandé. Mmh. Et c'est de devoir faire avec, composer avec les choses qui nous est imposées, à un âge où on pense pas du tout être confronté à ça. Et oui, et ça peut être très long. Donc ouais, ouais, c'est carrément une errance. Enfin, j'étais toute seule en train de marcher dans cette nouvelle bulle, quoi. Enfin. Ouais. Tu racontes que ton père t'a accueilli dans le club des personnes atteintes de polyarthrite. Qu'est-ce que ça fait d'hériter d'une certaine manière d'une histoire familiale qu'on n'a jamais voulu rejoindre? Parce que comme tu dis, c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé ou choisi. Bah surtout, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai jamais. Enfin, je savais qu'il y avait cette possibilité que j'ai une maladie comme mon père, mais quand j'ai commencé à avoir mes douleurs, à aucun moment j'ai fait le lien avec les rhumatismes de mon père. Alors que pourtant, je l'ai connu toute ma vie avec ça, que j'avais fait des tests dans ma jeunesse où je savais qu'il y avait la possibilité d'eux, mais c'était tellement inconcevable pour moi que à aucun moment, mon père qui a été diagnostiqué à 28 ans plus comme moi, mais vraiment, enfin, on est sur quelque chose de une hérédité parfaite, mais ça m'a pas du tout traversé l'esprit. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y a eu le diagnostic, bah en fait, mon père, ça a été un peu mon principal repère et mon pilier dans le sens de c'était la seule personne qui, d'une certaine manière, pouvait comprendre ce que j'étais en train de vivre et pouvait me conseiller d'une manière ou d'une autre. Donc ça, pour moi, c'était très fort et c'était très important et ça m'a fait, en tout cas dans les premiers temps, beaucoup de bien. Euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, mon père est quand même un homme de plus de 60 ans, donc en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est plus vraiment aligné. Mais ça a été un vrai soutien pour moi. Et finalement, une hérédité que j'ai été contrainte d'accepter, tu vois, et de me dire, bon, bah, ok, en fait, ce qui était écrit et prédit, bon, ben, ok, ça se réalise comme c'était censé se réaliser, quoi. Est-ce que ça t'a permis de faire un pont vis-à-vis de lui? Alors, je connais pas la nature de votre relation, évidemment, mais j'ai toujours l'impression que quand on vit la même chose que l'autre, on arrive à créer un chemin vers cette personne de compréhension énorme de ce qu'on voyait comme quelque chose de difficilement accessible pour soi, autant psychiquement que physiquement, parce qu'on le vit pas. Bah, tout d'un coup, waouh, en fait, tu vis ça depuis autant d'années. Est-ce que ça a amené quelque chose dans la relation aussi? Ouais, ça nous a carrément rapprochés. Pour le coup, avec mon père, j'avais des relations un peu compliquées, et même toujours. Mais ça, c'est devenu le lien Mmh. où il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère. C'est vraiment, ben, tu es mon allié, en fait, dans ce que je vis là, parce que tu sais presque exactement ce que je vis au quotidien, quoi. Donc là-dessus, euh, ça a été, ouais, pour moi, ça a été une grosse force, vraiment, et un peu presque étonnante. Ça m'a un peu étonnée parce que j'avais pas cette relation-là avec lui, euh, mais de pouvoir créer ce lien-là, d'avoir ce rapprochement-là.
Ça m'a fait beaucoup de bien, même dans le rapport en général avec mon père, tu vois. Mmh. Je crois que tu m'avais évoqué, et désolée si je me trompe, mais un emménagement aux USA à un moment donné, Ouais, que tu as dû interrompre parce que ton corps ne suivait plus et que les assurances maladie à 400 $ par mois, c'était inaccessible financièrement. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu t'es rendu compte que c'était plus toi qui décidais toute seule finalement de ta vie, de son rythme, de ce que tu y faisais. Alors évidemment, on peut toujours rester décisionnaire, mais des fois, il faut composer avec quand même beaucoup de limites. Est-ce que tu te souviens un peu de ce basculement? ouais, complètement. J'ai vécu donc 9 mois aux États-Unis et en tout début d'année 2024, je commence à avoir des douleurs au poignet. Et bon, j'essaye de gérer comme je peux, quoi. Il y a des amis qui arrivent de France, donc je leur demande de me prendre des médicaments. Je joue un peu avec la cortisone, avec des antidouleurs. Bref, j'essaye de gérer en me disant non mais c'est bon, je peux encaisser, je peux encaisser. Et en fait, je fais 3 mois comme ça où au quotidien, j'ai cette douleur très forte au poignet. Mon poignet qui commence à gonfler, qui a plus du tout la bonne forme. Enfin, ça va pas du tout. Franchement, ça ne va pas du tout. Mais j'encaisse. Je me dis mais c'est bon, je peux tenir, je peux tenir. Jusqu'à un jour, 3 mois après, donc en avril, où je me réveille un matin. J'ai encore cette douleur au poignet gauche. J'ai maintenant une douleur aussi au poignet droit, donc je me retrouve complètement handicapée parce qu'en fait, Mmh. sans poignet, je ne peux rien faire. Enfin, et donc je suis là, allongée dans mon lit, mon mec à côté qui est en train de se préparer parce qu'il doit aller travailler, et je peux pas m'arrêter de pleurer. Je suis juste, je pleure, je pleure, je pleure parce qu'en fait, je pense que j'en peux plus de ces 3 mois de douleur intense. J'appelle mes parents, j'arrête pas de pleurer. Enfin, je suis là, je me dis, mais en fait, je n'arrive plus, je ne peux plus, je ne tiens plus. Et donc, je prends mes billets d'avion, je rentre en France, je me fais soigner en France. Et, euh, et en me faisant soigner, en étant enfin soulagée après 3 mois de douleur, c'est là que je me dis, mais Aïssatou, tu ne peux plus. Là, ce que tu viens de vivre, c'est pas normal d'encaisser autant de douleur. Tu ne peux plus aussi peu t'écouter et aussi peu écouter ton corps et ce que ton corps t'envoie et ce que ton corps te dit. Enfin, en gros, je me dis texto, faut que tu te fasses soigner, quoi. Mais genre de Mmh. la tête. Enfin, dans ma tête, c'est là, ça va pas. Psychologiquement, ça va pas. Tu peux pas continuer à avancer comme ça avec un corps qui t'envoie tous les signaux, mais où toi qui bloque en te disant non, non, je vais continuer comme si de rien n'était. Et, euh, et donc, c'est là que je commence une thérapie justement pour faire tout ce travail il faut que j'apprenne à écouter ce corps. Il faut que j'apprenne à faire avec ce corps qui me dit des choses que jusqu'ici, j'ai pas accepté, que j'ai pas entendu, quoi. Mmh. Et comment ça se passe du coup cette thérapie pour toi? Ça t'a fait changer de regard que tu portais et même de relation à la maladie? Ça m'a fait changer de regard, surtout sur moi et sur ce que c'est d'être une jeune femme avec une maladie chronique. Et deux, c'est pas parce que j'adapte mon mode de vie, que j'adapte mes activités, que j'adapte mon quotidien, euh, que je me perds complètement et que je disparais complètement. Tu vois, je pense que j'avais cette espèce de crainte de me dire, si je continue pas ma vie telle qu'elle était, et si je continue pas ma vie au même niveau que toutes les personnes qui m'entourent, qui ont à peu près mon âge et qui continuent à vivre normalement, euh, je qui je vais devenir, quoi. Qu'est-ce que je vais être? Est-ce que je vais perdre mes amis? Est-ce que je vais perdre mes relations? Et j'avais très peur de ça. Et la thérapie m'a vraiment aidé à justement accepter que c'est pas parce que je m'adapte et c'est pas parce que j'écoute ces nouvelles limites que je me perds complètement et que je perds ce qui m'entoure aussi. Mmh. Là-dessus, ça a été très aidant. Mais par contre, sur le rapport à la maladie, et comment je l'aperçois et, et ce que c'est d'être une personne malade, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps
Et c'est aussi cette crise de décembre 2024 dont je parlais tout à l'heure qui a beaucoup aidé dans le fait de me dire, OK, en fait, vraiment, je suis malade et il faut que j'apprenne à composer avec. C'est intéressant quand tu parles de, un peu de ce que ça te suscitait aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire, la peur de perdre des choses en réadaptant notamment ta vie. Parce que un truc que je remarque souvent quand on tombe malade, c'est que ça fait ressortir ce qui est déjà de l'ordre de blessures ou de traumas chez nous. Je pense qu'on en a tous, ça c'est ma croyance. Ouais, Et à titre, par exemple, personnel, et j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu ça dans ton discours, moi j'ai une grosse blessure d'abandon. Et ce qui fait que la maladie m'a encore plus confrontée à ça, parce que quand tu réadaptes ta vie, que tu peux plus forcément voyager, sortir avec tes amis, faire toutes ces choses, bah, tu te sens encore plus seul et tu te sens encore plus abandonné, étant donné que les gens continuent à vivre cette vie-là qu'ils menaient aussi en parallèle à tes côtés et toi, tu ne la vis plus. Et donc, bah, tu peux te sentir seul, abandonné, et ça fait que raviver des blessures qui sont déjà présentes. Et mm, donc, je trouve que c'est là aussi où c'est extrêmement intéressant d'être accompagné sur le plan psychologique, parce que nos blessures, elles sont toutes différentes, mais la maladie, elle va souvent aller appuyer. Par exemple, voilà, si c'est une problématique au niveau de l'efficience, de ces choses-là, bah, on sent qu'on est moins efficient, donc c'est plus difficile dans le regard des autres. Enfin, voilà, chez chacun, ça va appuyer à des niveaux différents. ouais, Et c'est là où pour moi, c'est presque un essentiel en fait d'être suivi quand on tombe malade, pas parce qu'on a forcément des troubles psychiques, mais parce que ça va venir mais mettre le doigt là où il y avait déjà un bout de faille ou de trauma. complètement, complètement. Mmh. Ça, pour moi, ça devrait être le b.a.-ba de l'accompagnement des malades chroniques, c'est de se dire, tu as ton médecin pour ta santé physique, mais tu as aussi un médecin pour la santé mentale, parce que comme tu dis, ça vient toucher à des choses qui sont très ancrées et qui vont être complètement ravivées, voire renforcées Mmh. par la maladie. Et moi, en l'occurrence, je suis très sensible au schéma et j'ai ce schéma de je suis très très attentive aux autres, aux besoins des autres. Et toute ma vie, j'ai priorisé les autres à mes dépens. J'ai toujours priorisé les besoins, les envies des autres. Et, et du coup, quand j'ai eu ce diagnostic, euh, qui d'une certaine manière veut dire, ben, il est temps que tu prennes aussi soin de soi, tu vois. Bah pour moi, ça a été très difficile et je me suis retrouvée avec un sentiment presque un peu coupable de me dire, mais attends, mais en fait, il y a telle soirée qui est organisée, même juste aller prendre un café, telle sortie, tel voyage, tel machin. Mais en fait, je suis fatiguée, donc l'idéal, ce serait que j'y aille pas. Mais non, mais je vais y aller quand même parce que c'est quand même pas sympa d'annuler. Euh, et, et donc, ça a créé vraiment beaucoup de culpabilité et aussi donc cette peur de finalement perdre mes amis parce que je me suis dit, mais si finalement j'ai plus la même présence qu'avant, et si je suis plus autant à l'écoute qu'avant, et si je réponds pas aussi présent qu'avant, je serai plus la même amie et donc je serai plus une bonne amie et donc je Mmh. vais perdre mes amis, quoi. C'est Mmh. tout ça qui s'est créé dans ma tête, alors que finalement, de la part de mon entourage, tout était question de mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et ça tout, dis-nous ce qu'on peut t'apporter, dis-nous comment on peut t'aider, Mmh. parce qu'on a envie d'être là pour toi. Mais pour moi, c'était pas concevable parce que toute ma vie, j'ai été dans une position inverse. Ouais. Et c'est beau à entendre déjà d'entendre cette présence de l'entourage. Et en effet, ça résonne ce que tu dis. Tu vois, par exemple, moi, je me suis souvent dit, cette phrase qu'on peut se dire en tant qu'ami, qui est des fois un peu puérile, mais qu'on pense quand même, de dire: «Mais en fait, tu peux m'appeler à toute heure de ta nuit, de ta journée, je serai là, quoi, je répondrai». Ouais, Et en fait, moi, j'ai réalisé que c'était plus vrai ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu m'appelles à 3 heures du matin, mon téléphone, il est dans la cuisine en mode avion, tu peux pas m'atteindre. Parce qu'en fait, c'est pas possible pour moi d'être accessible à cette heure-ci, tu vois? ouais, Mon corps, il va juste pas supporter. ouais, Et c'est clair. et tout d'un coup, c'est vrai que tu te remets en question sur: «Mais en fait, je suis finalement pas là de manière inconditionnelle pour les autres». Et peut-être que ça remet en perspective le fait qu'on n'est pas censé être là de manière inconditionnelle pour les autres à la base, et qu'il y a déjà peut-être quelque chose qui est pas tout à fait OK. Mais quand on a été construit comme ça par rapport à notre histoire, c'est hyper difficile de Ouais. reculer sur ce chemin-là.
Complètement. Et en fait, on en revient à ce que on disait au tout début de cette errance et de comment t'apprends à composer avec cette nouvelle personne que tu deviens quand tu es diagnostiqué d'une maladie chronique. Mais en fait, il faut apprendre à composer, réapprendre à composer avec tout. Tes relations sociales, je trouve elles sont transformées. Ta relation de couple, elle est transformée. Tes relations familiales, enfin, tout est transformé, tout se reconstruit. Euh, et ce qui est à la fois un chemin très long et compliqué, et en même temps, moi, aujourd'hui, a posteriori, et maintenant que je pense que j'ai fait ce chemin-là, euh, bah en fait, d'une certaine manière, je suis super reconnaissante de la maladie, de ce qu'elle m'a apporté, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que j'ai des relations avec les autres et donc avec moi-même qui sont beaucoup plus saines, Mmh. beaucoup plus équilibrées Mmh. que ce que c'était auparavant, quoi. C'est ça. Si on est prêt à faire ce chemin, c'est beaucoup plus intéressant finalement que Ouais, si on reste en lutte, avec tout ce qui se passe et qu'on ne l'accueille pas. complètement, Mmh. complètement. Donc, faites des thérapies, c'est vraiment bien. Et du coup, tu parlais de tout ce avec quoi tu devais recomposer et tu évoquais aussi un petit peu, la question du travail à un moment donné. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un peu les enjeux actuels là autour? Ouais. Donc, quand j'ai été diagnostiquée de la maladie, j'étais salariée dans une association. Et très vite, en fait, à force de d'arrêts répétitifs, besoin d'avoir mon poste qui est adapté, mais où tout est très long parce qu'il faut passer par plein de process, je me suis rendu compte que le salariat, c'était peut-être plus le format adapté à ma nouvelle vie. Et donc, je me suis lancée à mon compte en tant qu'indépendante, pour continuer à travailler avec des associations, mais de manière en freelance. Et donc ça fait 3 ans que je fais ça. Et là, ces derniers temps, je sens une vraie fatigue dans le stress que c'est aussi d'être à son compte, de devoir constamment chercher des nouvelles associations avec lesquelles travailler. Quand je suis malade, quand je suis fatiguée, d'avoir à la fois envie de se reposer et en même temps de pas pouvoir vraiment Mmh. parce que les jours où je travaille pas, c'est des jours où je ne gagne rien. Et surtout, là, je suis dans des réflexions de parentalité et l'idée de composer avec l'incertitude de la maternité, avec l'incertitude de la maternité dans la maladie chronique, composer à l'incertitude du fait d'être freelance, je pense que c'est beaucoup trop pour moi. Et là, plus le projet s'approche, plus ça me stresse. Et donc, je me suis dit, là, j'ai eu une espèce de révélation où je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il faudrait pas que je revienne à une forme de stabilité, au moins dans ma vie professionnelle, pour pouvoir laisser l'espace à ces incertitudes et à la maternité, et pouvoir les vivre pleinement sans avoir d'autres stress à côté, quoi. Donc, c'est un peu les pensées que j'ai en ce moment et l'idée de revenir à quelque chose de plus stable, me rend déjà plus sereine. Tu vois, de retrouver un cadre et quelque chose qui est sécurisant, en fait. Là, je crois que j'ai besoin de retrouver de la sécurité quelque part. Mmh. Et la reconnaissance, handicapée n'est pas quelque chose d'envisageable pour toi? Je l'ai, Donc j'ai cette de reconnaissance-là. la MDPH? Ouais. OK. Et ça, Ouais. malheureusement, ça te permet pas de subvenir à tes besoins. C'est pour ça que tu continues de travailler à côté? Mm. Ouais, parce que les aides financières qu'il peut y avoir à côté de ça, pour le coup, elles sont pas assez importantes pour pouvoir vivre à Paris, enfin, Mmh. avec toutes les charges qui vont, c'est trop peu. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de travailler. Et puis même moi, je pense que euh, pour ma santé mentale et j'ai besoin de pouvoir travailler, mais de pouvoir le faire à mon rythme. Mmh. Et dans un cadre vraiment sécurisant, quoi. Donc le fait d'être indépendante pendant quelques années, ça m'a plu et c'était, je pense, qui était nécessaire dans le moment auquel j'étais quand je me suis lancée. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de d'autres choses professionnellement. Mmh. Et du coup, tu parlais de ce projet de parentalité. J'imagine que tu es avec un compagnon avec qui, ça se passe relativement bien au vu de ce souhait et cette envie. Comment lui, il est un soutien aujourd'hui dans ce parcours-là?
Lucas, c'est, je pense, mon meilleur soutien, qui d'une certaine manière est facilité, à mon avis, par le fait qu'il voit au quotidien ce qu'est la maladie. Donc pour lui, elle est moins invisible que pour d'autres et donc il sait comment y répondre. Et surtout, il me connaît très bien. Et dès le départ, il a réussi à avoir la bonne posture vis-à-vis de moi. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, même encore aujourd'hui, qui aime pas du tout demander de l'aide. Pour moi, demander de l'aide, c'est faire preuve de faiblesse. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et donc, c'est vrai qu'à l'annonce de la maladie, il y a tous ces moments où, du fait des douleurs articulaires, j'étais complètement handicapée, voire invalidée parce que euh, incapable de bouger, de m'habiller, de me faire à manger, enfin bref. Il était très présent pour ça, mais tout en ayant la distance qui est nécessaire pour moi, de ne pas être trop présent non plus et de pas être trop sur mon dos non plus et de pas trop être dans un truc de non non mais ne fais pas ça, non non mais attends je vais tout faire pour toi parce que ça c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup angoissé et que j'aurais pas du tout apprécié. Donc, il a vraiment la posture idéale pour moi. Et pour ça, je le remercie vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est la personne qui m'apporte le plus, qui m'écoute le plus et qui me fait le plus grand bien dans les moments où ça va pas, quoi. Hmm. Ça résonne beaucoup ce que tu nommes de ton partenaire. Et j'ai l'impression que c'est... Alors, comment poser ça sans une injonction? Parce que l'idée n'est pas de poser une injonction, évidemment, chacun est comme il est. Mais j'ai l'impression que pour des profils, en tout cas pour toi, comme toi et moi, un partenaire anxieux n'aurait pas fonctionné. Parce que si quelqu'un est trop sur notre dos ou va trop poser de questions, ça peut être très compliqué quand on est dans un état un peu en mode laisse-moi tranquille, je navigue avec ma merde. Et, euh, et je me rends compte, par exemple, moi, dans mon couple, très souvent, en allant très mal, je peux devenir très taiseuse, en fait. Il y a un truc de juste presque, c'est pas comme si l'autre n'existait pas, mais il y a un bout, je suis tellement dans ma bulle, dans mon truc, et je me dis, mais s'il était anxieux, je pense qu'il pourrait se poser 50 fois la question, est-ce que ça va pas dans notre couple? Est-ce qu'elle m'abandonne? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Et en fait, je lui dis juste, non, mais je suis trop fatiguée, je veux pas parler. Et puis, c'est tout. Et point final, c'est un fait. Et je trouve que c'est très confortable, en fait, de pas être avec quelqu'un qui va rajouter des choses là autour et faire prendre une tournure catastrophique au fait que tu as juste besoin d'être dans ta bulle et qu'on t'aide pas, qu'on reconnaisse certes, Complètement. mais qu'on t'aide pas plus que ça. C'est tellement reposant. Et je suis comme toi. Enfin, j'ai vraiment ce truc de, parfois, j'ai des moments où j'ai besoin d'être seule avec moi-même, de faire ma tambouille interne et c'est ok, j'ai juste besoin qu'on me laisse l'espace pour ça. Lucas, il aime bien dire, ah là, t'es une petite ours là, t'es dans ta bulle, faut pas qu'on t'approche, machin. Et il l'entend complètement, il me laisse cet espace-là et c'est vrai que c'est super reposant. Et comme tu dis, tu vois, au début de mon diagnostic, ça, je crois qu'on en avait parlé aussi, j'ai beaucoup d'amis ou même personnes de ma famille qui tout de suite étaient dans un truc de ah, mais je connais quelqu'un qui a aussi une polyarthrite, elle a fait ci, elle a fait ça. Ah, mais tu devrais essayer ça. Ah, mais arrête de manger du gluten. Ah, mais attends, mais qu'est-ce que c'est la polyarthrite? Mais en quoi ça consiste? Blablabla. Enfin, beaucoup d'informations, beaucoup de questions que j'ai trouvées insupportables. Et c'est vrai que pour le coup, mon mec, c'était le seul à être dans une posture de OK, prends ton temps, accueille ce que tu as à accueillir et quand tu as besoin d'en parler, je suis là Hmm. et je t'écoute et je suis présent pour toi. Posture qui est très forte quand on pense que justement on est dans un monde qui a de la difficulté à accueillir la problématique sans devoir tout de suite y répondre par des conseils non sollicités, des solutions. Et on en fait probablement partie, hein. Moi, je sais que j'en fais un bout partie aussi de ça, hein, parce que l'impuissance est confrontante. Mais donc, bravo à eux. Est-ce que, il y a des choses auxquelles tu as dû renoncer qui sont particulièrement difficiles aujourd'hui? Bah, l'insouciance, ça c'est un truc qui a été très difficile pour moi à accepter et que j'accepte toujours pas, je crois. Mmh. En fait, ça m'énerve et ça me rend triste de plus pouvoir
vivre sans me poser de questions. Maintenant, tout est question. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que je peux vraiment aller là? Est-ce que, est-ce que même juste, est-ce que je peux vraiment acheter ces chaussures-là alors que j'ai des douleurs aux pieds? Est-ce que, je peux manger ça? En fait, tout est question, tout le temps. Mmh. Et avoir cette charge mentale du malade, ça vraiment, c'est le plus dur à vivre pour moi, je pense. Même là d'en parler, ça m'émeut vachement. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à composer avec ça. Mmh. Le manque de spontanéité, dans le quotidien aussi, hein. Ça vraiment, Ouais, et ce qui est en plus, je trouve, particulièrement difficile, c'est qu'il y a déjà la fatigue chronique dans la maladie chronique, mais il y a une fatigue aussi qui se rajoute de cette charge mentale, du manque de spontanéité, de pas pouvoir se dire: «Ah bah, j'irai croquer un morceau là-bas si j'en ai envie, puis après, je prendrai ma voiture et j'irai à tel point». Enfin, il y a vraiment un truc de tout est un bout calculé pour éviter, trop de dégâts. ouais. Et c'est une Et posture qui est pas évidente parce que des fois, je sais pas si toi tu l'as déjà testé, mais moi des fois je me dis: «Bon bah, en fait fuck, je le fais quand même», mais après c'est si difficile aussi et donc l'équilibre il est vraiment sur un fil, quoi. ouais. Et puis surtout, c'est une charge mentale qui vient s'ajouter à d'autres, tu vois? Il y Bah, a un truc de, enfin, c'est parfois un peu un trop-plein, quoi, de la charge mentale parce qu'on est des femmes, que ce soit, Heu, à la maison, peut-être pas pour tout le monde, mais à la maison, ou même juste, être une femme à l'extérieur, qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai beaucoup de charge mentale aussi liée au fait d'être une personne, racisée, et de venir rajouter ça, tous ces questionnements autour de la maladie et de ce qui est possible de faire, et en effet, comme tu dis, parfois de se dire: «Non mais je m'en fous, j'y vais quand même», mais ensuite de dealer avec les conséquences qu'il y a derrière. mmh, C'est mmh, beaucoup, et c'est très fatigant, et pour moi, ouais, parfois il y a ça crée un peu de déprime, quoi, et donc c'est des choses aussi que j'essaye un peu de normaliser, de se dire, bah, même pour moi-même, hein, de se dire, bah, parfois c'est OK de pas être au top de la forme, et d'être, un peu déprimé parce que tout te saoule, et qu'en fait, cette déprime, elle est complètement légitime parce qu'en fait, notre quotidien, il est pas simple. mmh. Même quand d'apparence on a l'air d'aller bien, tu vois? Pardon. Tu vois, souvent, quand je dis à mes proches qu'en ce moment ça va pas, tout de suite pour eux c'est rattaché à: «J'ai des douleurs», alors que non, en fait, il y a pas que ça derrière cette maladie. Il y a beaucoup de fatigue, et il y a juste un trop plein parfois d'émotions et de ce quotidien qu'on vit, et qui s'exprime de temps en temps par un mal-être, en fait. Bien sûr. Et là, tu évoques la question d'être une personne racisée et j'ai le souvenir que tu m'avais dit quand on s'était rencontrés qu'il y a des choses où tu étais bloquée par rapport à ça au niveau, médical. Par exemple, tu osais, pas changer de médecin. Enfin, il y a des enjeux là autour. Ouais. J'ai très peur de comment je suis perçue par le personnel médical. Parce qu'on sait, il y a des études qui le montrent, quand on est, une personne, racisée, quand on est une femme noire ou une femme, maghrébine ou autre, on est, moins considéré, que, des personnes blanches, et plus particulièrement que des hommes blancs. Et donc c'est vrai que ça me fait très peur. Jusqu'ici, j'ai eu la chance en tout cas, de pas avoir perçu ça, et d'être accompagnée, et d'être entendue par les médecins. Mais je me sens un peu bloquée du coup, et je me dis que, je peux pas vraiment changer parce qu'en changeant, j'ai le risque de rencontrer un personnel médical qui sera peut-être moins à l'écoute ou moins dans le respect de ce que je peux lui partager, du fait de ce que je représente dans la société. Mmh. Et donc oui, ça c'est quelque chose qui m'accompagne, dans tous mes rendez-vous médicaux à chaque fois. Ça me fait vraiment très peur. L'autre jour, il y a une autrice, qui partageait en story: «À chaque fois que je pense être une humaine, on me ramène au fait que je suis une femme noire». Ça m'a tellement touchée. Mais vraiment, j'étais là: «Waouh»
Et en fait, ça m'a rappelé aussi autre chose quand j'ai participé au Festival international des droits humains à Genève. Il y a des médecins qui montraient des études qui mettait en évidence que quand, par exemple, une personne noire se rendait à l'hôpital et qu'elle évoquait une douleur, on lui administrait 50% en moins d'antidouleurs qu'une personne blanche, dans la croyance que c'est des personnes qui exagèrent leur douleur et qu'il y a quelque chose de théâtralisé quand ça vient d'une personne noire. Et là, je te parle donc d'hôpitaux à Genève, en Suisse, hein. Ouais. Mais c'est lunaire quand on y pense quand même, d'avoir de tels schémas de pensée. Et quand on rajoute ça, le fait qu'on a tendance aussi à associer aux femmes des douleurs qui sont pareilles, exagérées, de l'hystérie, de non mais vous êtes stressée, madame, c'est pour ça que vous avez mal. Donc moi je me dis, j'ai une sorte de double peine de femmes et de personnes noires qui fait que ma parole peut encore moins, potentiellement être encore moins entendue Mm, que celle d'un homme blanc. mm, Et, et ça, c'est très dur pour moi. Et même, euh, voilà, en fait, en grandissant dans un pays à majorité blanche, avec beaucoup de stéréotypes et de préjugés, j'ai appris à me faire un peu petite, à peut-être moins m'exprimer. Et donc, je sens aussi que dans mon rapport avec mon médecin, je vais avoir tendance à minimiser, à pas tout exprimer parce que ouais, je pense qu'il y a une peur de pas être bien considéré, une peur de déranger, une peur de mal faire les choses, une peur de violence, en fait, en réponse à ce que je peux, pardon, à ce que je peux dire. Et donc, en fait, de moi-même, je vais essayer de me protéger d'une manière ou d'une autre et en étant peut-être pas toujours complètement vrai dans ce que j'ai besoin de partager, en fait. mm. Et plus que lunaire, c'est dangereux. C'est Ouais, absolument dangereux. Il y a des femmes noires qui meurent de cette non prise en considération. ouais. Donc c'est absolument dangereux. Mm. Moi, j'arrive gentiment sur mes questions de fin. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose avant ça? Non, là, on est pas mal, je crois. Quel message tu souhaiterais faire passer aux personnes qui vivent avec une maladie invisible et à leur entourage? J'ai envie de dire aux gens de se laisser le temps, aux personnes qui vivent avec les maladies chroniques en tout cas, et surtout à celles qui viennent d'être diagnostiquées, de se laisser le temps. Ça prend du temps d'accepter la maladie, ça prend du temps de faire son chemin avec la maladie, ça prend du temps de d'apprendre à composer avec et c'est complètement OK et chacun doit aller à son rythme. Il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de bon rythme. Pour certaines personnes, ça va prendre 3 mois. Pour certaines personnes, ça va prendre 3 ans. Et c'est complètement OK. Pour moi, j'aurais beaucoup aimé entendre ça et qu'on me dise c'est normal de passer par toutes ces phases de déni, de colère, de tristesse. Je pense qu'on passe tous par là. Et pour certains, ça va prendre plus ou moins de temps, mais prenez ce temps-là parce qu'il fait du bien et parce qu'il est nécessaire. Et aux proches de malades, s'il vous plaît, plus de conseils non sollicités. Vraiment, juste soyez présents pour les personnes. Euh, Quand elles ont besoin de partager, soyez à l'écoute, mais ne cherchez pas à apporter des solutions, des conseils quand ça n'est pas demandé, parce que ça vient créer plus de tension qu'autre chose. Et j'aimerais aussi rappeler que, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une société où, dans l'imaginaire collectif, la maladie est très associée à la vieillesse. Et j'aimerais juste rappeler qu'on peut être jeune et malade et qu'en fait, il y a plus de personnes qu'on ne le pense qui sont jeunes et malades et que les regards de travers à des caisses, les regards de travers quand on s'assoit dans les transports en commun, les questions que beaucoup de gens peuvent se poser sur mais vous êtes handicapé à votre âge, vous avez une maladie chronique à votre âge, mais en fait, c'est aussi d'une grande violence. Mm. Euh, donc, ouais, j'ai très envie de sensibiliser à ça aussi au fait que on peut être dans sa vingtaine et en fait être malade jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Et tu as fondé une association qui parle de ça.
Ouais, j'ai créé l'association Jeunes Inflammés, justement pour les jeunes qui sont atteints de maladies chroniques et plus particulièrement de rhumatisme, vu que c'est les maladies qui me touchent. Et l'idée, c'est vraiment de créer une communauté de jeunes qui peuvent se sentir très seuls et très isolés parce que dans les maladies rhumatismales, en tout cas, euh, c'est très associé à la vieillesse et dans les associations déjà existantes, on voit surtout des personnes âgées présentes. Donc, j'avais envie de créer cette communauté pour que tous les jeunes qui sont atteints de polyarthrite, spondylarthrite, rhumatisme psoriasique se rendent compte qu'il y a d'autres jeunes comme eux qui sont aussi malades. Hmm. Et quel super pouvoir la maladie invisible t'a amené? Oh. Euh, je dirais l'écoute de soi, hein. C'était quelque chose que j'avais pas du tout, du tout, du tout avant. Et aujourd'hui, j'ai cette capacité-là à m'écouter, à écouter mon corps et surtout à me faire passer en priorité. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose que pouvait m'apporter la maladie. Merci Aïssatou. Merci Tamara. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.